On attend la prise de parole d'Emmanuel Macron à la base aérienne d'Istres, 24 heures après la démission du général de Villiers, chef d'état-major des armées. Chaque mot, chaque phrase sera analysée, commentée. Et dans l'attente de cette allocution que vous pourrez suivre en direct sur LCI, aux alentours de 13h15, on va revenir sur cette séquence avec Alexandre Devecchio du Figaro et Figaro Vox. Bonjour, bonjour. Alexandre, et Michel Soudet de Politis. Bonjour. Bonjour Michel. Quelle parole attendez-vous de la part d'Emmanuel Macron après cette séquence qui a débuté quand même il y a une semaine maintenant? Je crois qu'il faut qu'il comprenne que l'autorité ne se décrète pas, qu'elle s'exerce, et qu'une vraie autorité repose sur l'adhésion. Donc il va falloir qu'il trouve des mots justement pour que les militaires adhèrent à son projet et se sentent bien représentés par lui. Il ne suffit pas de dire « je suis le chef », il faut être capable de se transcender et d'être suivi par ses hommes, puisqu'il faut être le chef, il va falloir qu'il le prouve. Alors, prouver qu'il est le chef, et vous? J'aurais tendance à dire un peu la même chose, parce que ce qui s'est rompu au cours de la dernière semaine, c'est quand même la confiance. Emmanuel Macron avait promis, alors on en pense ce que l'on veut, mais il avait promis d'augmenter très très fortement le budget des armées. Il avait notamment annoncé, en gros, c'était de l'ordre de 2 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour atteindre son objecif fixé en 2025. 2% du PIB. Hein. Le budget de la défense égale 2% du PIB. Oui, on est à 1,75 à peu près. Et là, en supprimant comme ça d'un trait de plume 850 millions d'euros dans le budget juste pour la fin de l'année 2017, effectivement, il a grandement mis à mal cette confiance. Donc, il n'a pas besoin... Enfin, s'il y a quelque chose qu'il faut attendre, c'est surtout pas qu'il rappelle qu'il est le chef. Parce que le rappeler, c'est un aveu de faiblesse. Et c'est la différence, d'ailleurs, entre l'autorité et l'autoritarisme. Ça, c'est un mot, et on va y revenir dans quelques instants, employé par les politiques, l'opposition. C'est même les oppositions, d'ailleurs, en l'occurrence. Le président de la République est arrivé aux alentours de 10h sur cette base aérienne d'Istres. Alors, quel accueil, quelle atmosphère sur place pour cette visite d'Emmanuel Macron? Eh bien, la réponse avec Alison Tassin, qui se trouve sur place. Oui, pas moins de 4 heures de visite sur cette base aérienne d'Istres prévue au programme du président de la République. Et cela pourrait même nous amener à beaucoup plus longtemps. Le président de la République a prévu de prendre son temps. Il a d'ailleurs annulé sa visite aux États généraux de l'alimentation pour pouvoir rentrer à Paris dans un ravitailleur. Emmanuel Macron qui est arrivé tout à l'heure, donc vous le disiez, en compagnie du général Lecointre et de la ministre des Armées. L'image des 3 personnages les plus importants de l'armée ensemble pour passer les troupes en revue. Puis Emmanuel Macron s'est vu présenter le matériel de dissuasion. Là encore, il a pris le temps de serrer la main de chaque militaire présent, n'oubliant personne, le sourire aux lèvres, mais aussi posant beaucoup de questions, en évitant aussi les questions budgétaires. Ce sera l'objet de sa prise de parole, notamment tout à l'heure. Ces mots seront évidemment guettés. Une adresse au personnel militaire et civil de cette base, où Emmanuel Macron devrait une nouvelle fois rendre hommage aux militaires et à ce qu'ils font dans le monde. Il y aura donc une prise de parole sur ces fameux 2%, cet objectif renouvelé de 2% du PIB comme objectif de budget pour l'armée. Le président de la République qui multiplie une nouvelle fois les déplacements militaires. Il veut à nouveau montrer qu'il est le chef des armées. Depuis sa prise de fonction, le président de la République a multiplié les déplacements. On a au moins 5 ou 6 déplacements militaires depuis le mois de mai. Et donc c'est son image qu'il soigne une fois de plus, même si 24 heures après la démission du général de Villiers, eh bien, rien ne transparaît sur le visage du président de la République, accompagné de son nouveau chef d'état-major des armées. Voilà, rien sur le visage d'Emmanuel Macron, vient de nous dire Alison Tassin. On va regarder cette séquence. C'est une vidéo qui a été prise hier lorsque le général de Villiers, qui avait donc démissionné le matin même, a quitté le ministère de la Défense. Et d'honneur, applaudissements, précision importante, hein, c'est l'état-major des armées qui publie cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ?
Je trouve que c'est des images très impressionnantes, surtout que ce n'est pas des gens qu'on a convoqués là pour se mettre en randonnion comme le font certains politiques. A priori, ils sont venus spontanément, donc ça témoigne du respect qu'inspirait le général de Villiers. Je crois que c'est un grand serviteur de l'État qui s'en va et qu'on ne peut pas congédier comme ça, comme un vulgaire CDD. Donc ça traduit peut-être l'incompréhension qu'a eu Emmanuel Macron de ce qu'est l'armée, de ce qu'est l'État. Il a tendance à vouloir diriger l'État comme une entreprise. Or, l'armée n'est pas une entreprise et la France n'est pas une start-up. Ces images, elles sont terribles parce qu'elles révèlent quelque part une forme de défiance. C'est un corps de fonctionnaires très particuliers qui n'ont pas le droit de faire grève, qui n'ont pas le droit de se syndiquer. Et par cette manifestation, car c'en est une, ils manifestent leur incompréhension à l'égard des décisions prises, qui, je le rappelle, ont été prises hors de tous les cadres habituels pour ce type de choses. La décision de rayer d'un trait de plume 850 millions d'euros a été prise sans en référer, sans en discuter dans le Conseil de défense restreint, ce qui explique la suite en cascade des problèmes qu'on a pu voir. Mais quand on rentre dans le détail, quand on parle avec des spécialistes de la défense, ils nous expliquent qu'en fait, ces 850 millions, c'est les opérations extérieures. Ce n'est pas directement lié au budget qui a été voté l'an passé et qu'habituellement, sur ce surcoût de dépenses, en fait, l'armée n'en absorbait que entre 18 et 20%. Là, on lui fait assumer 100% de ce dépassement. Et c'est ce qui coince, et c'est ce qui a coincé auprès du général de Villiers. En fait, bon là, on a focalisé le débat effectivement sur le budget de la défense et des armées, mais le problème, il existe dans d'autres ministères, y compris des ministères régaliens et y compris des ministères dont Emmanuel Macron avait dit dans sa campagne qu'il voulait faire ses priorités. Donc c'est la même chose au ministère de l'Intérieur. Il y a quand même aussi 526 millions de crédits qui ont été rayés. Or, tout ça, c'est des équipements, c'est des conditions de travail pour les personnels à qui on demande beaucoup. S'il faut aller se rendre sur des théâtres d'opération avec des véhicules en très mauvais état, ça peut être dangereux, c'est plus compliqué. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. C'est la même chose pour la justice, où la justice, c'est 160 millions d'euros qui ont été rayés, alors même que on vient là d'apprendre qu'on est de nouveau repassé dans les prisons au-delà de l'occupation de 60. On a plus de 70 000 détenus au seuil de l'été, ce qui, on le sait, peut poser un problème. Oui, j'abonde dans votre sens. Il faut être clair. Emmanuel Macron a fait le choix de Bruxelles au détriment de la sécurité de la France. On a cité les ministères qui étaient concernés. C'est extrêmement problématique. Il paye, je crois, sa soumission, et je dirais sa soumission zélée, parce que ses prédécesseurs avaient aussi fait le choix des 3%, mais avaient souvent fait le choix de négocier. Emmanuel Macron a voulu être le bon élève de l'Europe. Alors au début, il a voulu revenir sur d'autres promesses de campagne, les baisses d'impôts notamment. Il a vu que c'était très mal pris dans l'opinion et donc il choisit de rogner sur les ministères, mais choisit de rogner l'armée, la police, c'est quand même la sécurité des Français. Je crois qu'on est dans une période où les Français demandent à être protégés et donc je pense que c'est une erreur fondamentale qui risque de lui coûter cher. Oui, respecter Bruxelles, c'est respecter la règle des 3%. Exactement. Alors les oppositions parlent quasiment d'une même voix pour critiquer Emmanuel Macron. Illustration avec ces propos de Marine Le Pen et du socialiste Olivier Faure au cœur de leur démonstration, l'attitude que devra avoir le nouveau chef d'état-major des armées, le général Lecointre, devant la commission de la Défense. Lorsqu'il s'exprimera, on sait que tout est parti de là pour le général de Villiers. Et sa deuxième faute, c'est d'avoir humilié un homme comme Pierre de Villiers, dont tout le monde admet qu'il est un très grand serviteur
de l'État et du pays. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui viendront devant les députés, qui viendront s'exprimer devant les commissions parlementaires, devront mentir. En tout cas, moi, c'est une vision qui, objectivement, m'inquiète. Il y a effectivement aussi une crise démocratique, de façon qui est ouverte, parce que en expliquant à un chef d'état-major que quand il vient devant une commission, celle de la Défense, il ne peut pas s'exprimer librement, il explique en gros à toutes celles et ceux qui sont sous son autorité que désormais, quand ils viendront devant le Parlement, ils n'auront plus à dire la vérité, mais à servir des éléments de langage qui leur ont été dictés par l'Élysée. Ça dit quelque chose sur Jupiter. Ça dit que Jupiter confond parfois autorité et autoritarisme. Bon, alors, il y a deux choses. Il y a le volet politique, on l'a très bien compris, on va y revenir. Puis il y a aussi quelque chose qui est pointé du doigt. Là, quand le général Lecointre va arriver devant la commission de la Défense à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Mais dans cette affaire, il me semble que c'est la chose la plus essentielle. On a vu Emmanuel Macron expliquer hier sur le Tour de France, un journaliste sportif, que le chef d'état-major n'a pas pour rôle de défendre le budget, mais que ce rôle-là est celui du ministre, et que lui, il a juste à diriger les hommes ou autres. Donc, là, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a décidé d'un système de spoil system, de changer les directeurs des différentes administrations à l'américaine, pour qu'ils partagent ces objectifs. Et on se demande, effectivement, les députés se demandent si ces directeurs, au-delà du chef d'état-major, si ces directeurs ne vont pas être dans le même rôle, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'exprimer devant les commissions parlementaires, au moment même où, par ailleurs, Emmanuel Macron explique que le rôle du Parlement doit être beaucoup moins de faire les lois, mais de contrôler ce que fait l'exécutif. Comment voulez-vous contrôler un exécutif si vous interdisez aux gens qui sont les premiers concernés, qui sont à la tête des différentes administrations, de dire véritablement ce qu'ils pensent? Si leur parole n'est pas libre, dans ces cas-là, les députés ne pourront pas véritablement faire leur travail. Et en même temps, on voit que Emmanuel Macron n'aime pas trop la critique dans la manière dont les choses se passent au Parlement. C'est quand même ce qui ressort beaucoup. Oui, c'est assez surréaliste, puisqu'on dit qu'il a enfreint son droit de réserve, mais enfin, il était quand même auditionné par des parlementaires. Alors, peut-être qu'il fallait... À huis clos. À huis clos. Ouais. Il fallait peut-être qu'il mente, je sais pas ce qu'on... Voilà. Et c'est incompréhensible, parce que... Pourquoi avoir réagi ainsi Le problème, c'est quand même qu'ensuite, Emmanuel Macron l'humilie publiquement. Donc il y a quand même deux poids, deux mesures. Il y a une personne qui est auditionnée à huis clos et qui répond en son âme et conscience, et un président de la République qui effectivement est le chef, personne n'en doute, qui bénéficie de pouvoirs très importants en France. Moi, je pense que c'est tant mieux, mais tout de même, et qui humilie un chef d'état-major devant cette troupe. Donc ça dénote aussi quelque chose du caractère d'Emmanuel Macron. Je crois, j'en reviens à la gestion start-up, fondée beaucoup, je crois, sur l'affectif et le culte de la personnalité, beaucoup plus que sur les fonctions des uns ou des autres. Je crois qu'il a un rapport individuel avec les gens, un rapport de séduction, et quand la séduction ne marche plus et qu'il a face à lui quelqu'un qui ose s'opposer, mais de manière respectueuse, encore une fois, on rappelle le cadre, même si les mots employés par le général de Villiers étaient peut-être pas extrêmement polis, mais quand quelqu'un c'était un langage de militaire, c'était un langage c'était un langage de militaire, mais quand quelqu'un ose contredire Jupiter, la foudre, je dirais, s'abat sur lui. Seulement, je pense qu'il n'a pas mesuré les conséquences, puisque si on peut peut-être gérer comme ça les choses avec les fonctionnaires de Bercy, c'est pas tout à fait pareil pour l'armée. Je pense que ça va avoir des conséquences en cascade, et qu'il faut sans doute qu'il revoie sa méthode managériale. Quand il dit que c'est au ministre de défendre leur budget, on voit mal aussi, vu les ministres choisis, les ministres défendent leur budget. Ça paraît difficilement... n'est pas à la hauteur, c'est ce que vous voulez nous dire là. C'est pas qu'elle n'est pas forcément à la hauteur, c'est que
c'est quand même étonnant. La précédente fonction ministérielle de Florence Parly, c'était ministre du budget. C'était le budget. C'était il y a longtemps, mais c'était ministre du budget. 15 ans. D'ailleurs, Bercy, c'est aussi par là qu'elle est passée. Et quand les anciens ministres, vous aviez tout à l'heure Michel Alliot-Marie, vous expliquait qu'ils sont toujours en conflit avec Bercy. Là, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure personne pour défendre son budget. Mais les autres ne me semblent pas plus faire preuve d'insoumission ou en tous les cas de distance par rapport aux décisions prises à l'Élysée. Bon. On passe un petit mot encore, allez vite fait sur les armées, parce qu'on va aborder les états généraux de l'alimentation. Il y a sans doute le conflit. Macron vient aussi de Bercy, donc il a tendance à donner en permanence l'avantage à Bercy. Mais vous avez raison, il a un gouvernement où il y a très peu de poids lourds politiques. Le seul poids lourd qu'il y avait réellement, c'est François Bayrou. Il s'est fait exclure. Et donc, effectivement, Macron a l'habitude d'être tout puissant. Bon, discours à suivre d'Emmanuel Macron dans une demi-heure maintenant, direct sur LCI. On va aller faire un petit tour aux états généraux de l'alimentation. Le chef de l'État, durant la campagne, avait dit vouloir remettre à plat les relations entre producteurs, industriels et distributeurs. On va retrouver au ministère de l'économie, où se déroulent ces assises, Noé Gandillot. Est-ce qu'on s'achemine vers un consensus ou bien les positions restent figées ? Ouais, exactement, le Premier ministre qui est arrivé tout à l'heure pour la photo, entouré de son ministre de l'économie Bruno Le Maire et du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert. Il a d'abord fixé les objectifs, inventé un nouveau modèle pour l'agroalimentaire pour avoir des prix justes pour tout le monde, notamment bien sûr pour les agriculteurs. Il s'est également expliqué sur la méthode, à savoir rassembler ces 500 acteurs de l'agroalimentaire, très différents les uns des autres. Il y a des représentants de la grande distribution ici, il y a des représentants du monde agricole, également des associations environnementales, des politiques aussi, de tous bords. On a notamment croisé tout à l'heure le député de la France Insoumise, François Ruffin. 500 acteurs donc qui vont devoir travailler ensemble pendant 4 mois répartis entre 14 ateliers thématiques. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Je pense simplement qu'une discussion franche, directe, difficile même, mais honnête, vaut mieux que de mauvais compromis noués sur un fond de défiance. S'il y a quelque chose que la mondialisation a changé, c'est qu'on ne peut plus combattre en ordre dispersé. Il faut s'organiser. Et les filières qui l'ont fait sont les plus dynamiques. Comme souvent dans notre pays, nous ne manquons pas de structure pour conduire la discussion. Pour autant, je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait que notre efficacité collective laisse à désirer. Ça va être long, a dit le Premier ministre. Les travaux vont durer plus de 4 mois, d'août à fin novembre. Et en octobre, le président de la République viendra faire un point sur ces travaux. Emmanuel Macron, qui devait à l'origine clôturer cette première journée de travail ce soir, mais qui a finalement annulé sa venue. L'Élysée nous indique que le chef de l'État doit participer à une démonstration de ravitaillement en vol sur la base d'Istres, où il est en ce moment même une opération qui prend énormément de temps. Et donc Emmanuel Macron n'aura pas le temps d'être de retour ici pour 18h, ici au ministère de l'économie, comme c'était initialement prévu. Alors, ce système, tout le monde est d'accord pour le dire, est à bout de souffle, mais est-ce qu'on peut le réformer en aussi peu de temps ? Mais ce n'est pas tellement dans le réformer en aussi peu de temps. C'est une fois de plus, on voit que la méthode de ce gouvernement, c'est de nier l'existence de conflits, de croire que par le dialogue, on va pouvoir arranger les choses, que les gens vont pouvoir s'entendre, alors que, et le refus d'ailleurs de légiférer, je pense qu'un simple contrat, un petit accord, ça ira mieux. Alors qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. On a à la fois des problèmes de revenus des agriculteurs, des problèmes de qualité de l'alimentation qui sont posés, mais on vit dans un système de politique économique générale qui parie sur le low cost, qui fait que on fait supporter aux gens le fait de ne pas gagner assez ou de gagner moins, en leur proposant des produits peu chers, qui appauvrissent tout le monde, alors qu'on sait très bien qu'une agriculture de qualité pourrait créer des centaines de milliers d'emplois, à condition que les gens aient les moyens. Donc il faut aller contre cette politique de bas revenus, et c'est exactement le contraire de ce que fait actuellement le gouvernement. Exactement. Le Figaro est d'accord avec Politis. Je rappelle un chiffre, un agriculteur se suicide tous les 3 jours, tous les 3 jours en France. Donc quand j'entends le Premier ministre dire il va falloir rassembler, non, il va falloir contraindre la grande distribution à ne pas esclavagiser les gens. Il va falloir aussi prendre des méthodes de
protectionnistes pour éviter d'importer du lait de Pologne ou d'autres continents. Donc il y a un bras de fer à mener là aussi face à l'Europe et voilà, il y a développer les circuits courts, les circuits locaux. Ça, on peut commencer à le faire simplement avec les cantines, faisant en sorte que nos enfants ne mangent pas des pommes du Chili dans leurs assiettes, etc. etc. C'était pour faire court, mais c'est un vaste sujet passionnant, mais il va falloir faire de la politique et pas simplement de la communication, là encore. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic et puis même sur les solutions, reste à trouver la méthode en fait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu commenter l'actualité. Restez avec nous dans quelques instants. Météo et puis un nouveau journal.